nous abordons aujourd'hui les campagnes en Égypte à l'époque hellénistique. Lors du dernier cours, j'ai eu l'occasion de terminer l'histoire de la Grèce classique, c'est-à-dire la période de l'histoire grecque qui s'étend du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. J'ai eu l'occasion de vous parler d'Alexandre le Grand, et je vous ai dit qu'Alexandre le Grand décède en 323 avant Jésus-Christ. La période que l'on appelle hellénistique, c'est la période qui s'étend de la mort d'Alexandre le Grand et qui va durer 3 siècles jusqu'à la fin du dernier royaume hellénistique, c'est-à-dire en 31 avant Jésus-Christ. Donc la période hellénistique, pour simplifier, va de la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pratiquement 300 ans. Et encore, quand je dis 300 ans, c'est quand on prend la durée longue. Ça va? Parce que les différents royaumes issus de l'empire d'Alexandre, ces différents royaumes, ont eu des dates de fin différentes. Ça va? Ici, si je parle de 3 siècles, c'est parce que je vous parle plus particulièrement de l'Égypte, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et là, l'époque hellénistique dure vraiment 3 siècles. Voilà. Alors, le premier problème qui se pose à l'historien, c'est le problème des sources. Alors, le problème des sources. Le problème des sources. Donc, vous savez que les historiens travaillent à partir de documents, ils n'imaginent rien, ils forment des hypothèses, et quand les sources sont lacunaires, ils le disent. Donc, ils ne cherchent pas à extrapoler. Lorsque, et c'est le cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ils ont des sources abondantes, pour un endroit et pour une période, ils ne prétendent pas évidemment que les résultats de leur enquête peuvent être étendus à l'ensemble de la période et du pays considéré, de la région considérée. Alors, les sources dont on dispose pour l'époque hellénistique, elles sont principalement de 2 ordres. Il y a d'une part ce que l'on appelle les papyrus, ou les papyri, si vous voulez, et qui font l'objet d'une discipline particulière que l'on appelle la papyrologie. Quand vous êtes papyrologue, vous êtes spécialiste de ce type de sources, les papyri, et vous êtes également spécialiste de la lecture de ces documents. Donc vous devez faire aussi ce que l'on appelle de la paléographie, de l'étude d'une écriture qui n'est plus d'usage aujourd'hui. On a retrouvé des milliers de papyri dans le désert égyptien. Des dizaines de milliers. Toutefois, ils ne sont pas répartis de la même manière suivant les époques et suivant les régions d'Égypte. C'est donc essentiellement le hasard qui va permettre, lorsqu'ils étudient ces sources, aux historiens de tirer des informations sur l'histoire de l'Égypte pendant les siècles qui précèdent immédiatement l'ère chrétienne. Alors ces sources, les papyri, on les trouve en grand nombre, et ça c'est tout à fait exceptionnel, dans la région du Fayoum. Je vais vous montrer où se trouve le Fayoum.
c'est en fait une vaste oasis qui se trouve ici. Voilà, cette région-ci, près du lac Moeris, ou Méris, dans l'Antiquité, M-O-E-R-I-S. Et on trouve ces papyries essentiellement pour le IIIe siècle avant Jésus. J'en reparlerai tout à l'heure. Deuxième source d'information, ce sont en fait des tessons de poterie. Et comme ces tessons de poterie ont une forme courbe, c'est logique, eh bien, on leur donne le nom d'ostraca, O-S-T-R-A-C-A, ostraca. C'est le pluriel du mot ostracone, qui doit vous dire quelque chose, parce que l'ostréiculture, c'est la culture des huîtres, et dans l'Athènes classique, lorsque l'on voulait exiler pour une période de 10 ans un homme politique qui constituait une menace pour la démocratie athénienne, on l'ostracisait, c'est-à-dire que la population, à l'ecclésia, c'est-à-dire à l'assemblée, sur la Pnyx, écrivait le nom de ce personnage considéré comme dangereux sur une coquille d'huître ou sur un tesson de poterie qui ressemble par sa forme concave à une coquille d'huître. Donc vous avez retenu les deux sources principales, il y en a d'autres bien entendu, par exemple sur le plan archéologique, mais les deux sources principales pour les sources écrites, ce sont donc d'une part les papyries et d'autre part les ostracas. Alors, c'est la troisième fois que je le redis, mais le point d'importance, il ne faut pas extrapoler, c'est-à-dire tirer des renseignements d'un endroit et d'une période que l'on applique à l'ensemble d'une vaste période de tout un pays, parce qu'on a des sources très intéressantes, mais à un endroit bien particulier. C'est ce qu'a fait, malheureusement, c'était normal, parce que c'est un brillant historien, un historien russe dont je vous montrerai tout à l'heure l'ouvrage principal, je ne vous demande pas de noter son nom, c'est Rostotsev, qui en 1941 écrit en anglais, donc à Oxford, donc pendant la guerre, un ouvrage qui est une véritable somme, un gros ouvrage, où il a justement extrapolé. Par la suite, heureusement, ces travaux ont été relativisés par des historiens qui ont approfondi ces recherches, en particulier Claire Préau, que j'ai eu encore la chance d'écouter dans une de ses conférences à l'ULB quand j'étais un jeune étudiant, donc il y a de ça 25 plus 1, ça veut dire il y a 40 ans, j'ai encore écouté dans une conférence. C'est un professeur tout à fait remarquable. Elle était déjà à la retraite et elle faisait ce jour-là une conférence sur les cyniques. C'est une école de philosophie en Grèce, à partir de la fin du IVe siècle, début du IIIe siècle. Elle avait intitulé sa conférence « Les cyniques, les hippies de l'Antiquité ». Vous savez, les cyniques, c'est l'école de Diogène qui vivait dans un tonneau. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Voilà. Donc Claire Préau, c'était un professeur remarquable, spécialiste de l'époque hellénistique, et elle a écrit une grande synthèse que je vous montrerai également en conclusion de l'exposé que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors, on va passer maintenant au deuxième point, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le sujet. Après avoir abordé le problème de ce que l'on appelle dans l'histoire l'heuristique, c'est-à-dire le problème des sources, on va passer maintenant à un deuxième point
qui est celui de la valorisation des terres. La valorisation des terres. Vous vous souviendrez sans doute que lorsque j'ai étudié dans un chapitre précédent l'Égypte à l'époque pharaonique, c'est-à-dire à l'époque classique, celle que l'on connaît généralement un petit peu mieux, même si elle est plus ancienne, celle en tout cas qui intéresse le grand public, c'est-à-dire l'époque de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire, l'époque du 3e et du 2e millénaire avant Jésus-Christ, eh bien, je vous avais dit en introduction de mon cours que le problème majeur de l'Égypte, c'est d'avoir de l'eau. S'il n'y avait pas le Nil, la civilisation égyptienne n'aurait pas pu exister. Parce que l'Égypte, c'est un vaste désert dans lequel coule un grand fleuve du sud vers le nord, de l'Afrique centrale vers la Méditerranée. Ce fleuve, c'est le Nil. Encore faut-il pouvoir bien utiliser cette eau et bien, comment dirais-je, l'exploiter d'abord. Qu'est-ce que je vous avais dit lorsque nous avons étudié l'Égypte du 3e et du 2e millénaire? Je vous avais expliqué à ce moment-là que pour pouvoir gérer cette eau qui coule dans le Nil, il faut en tout cas être capable de bien irriguer les terres. Bien irriguer les terres, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout d'abord établir des digues, creuser des canaux pour faire pénétrer l'eau à l'intérieur des terres, chose que l'on ne peut plus voir de la même manière aujourd'hui, parce que lorsque le Nil débordait dans l'Antiquité, et jusqu'il y a 50 ans, entre le mois de juin et le mois de septembre, eh bien, la plaine était inondée, et c'est à ce moment-là que des terres fertiles, limoneuses, arrivaient, justement, en Égypte. Il se fait que depuis le milieu des années 1960, un grand barrage était construit à l'époque de la présidence du colonel Nasser, à la hauteur d'Assouan. D'ailleurs, le lac qui se trouve derrière le barrage d'Assouan porte le nom de ce président, c'est le lac Nasser. L'objectif étant, en construisant ce lac, de produire de l'électricité. Alors, maintenant, on peut produire de l'électricité en très grande quantité, sauf que maintenant, il n'y a plus de crue du Nil en aval de ce même barrage. Donc maintenant, si vous allez en Égypte, vous allez voir, quelle que soit la période de l'année, un cours régulier, si vous allez à Luxor, par exemple, enfin, tous les sites qui se trouvent en aval, par définition, du barrage d'Assouan. Voilà. Alors, donc, jusqu'à une époque récente, il était essentiel de bien irriguer, il était donc nécessaire d'établir des canaux, mais il faut savoir aussi que le pharaon, à l'époque ici qui nous intéresse, ce sont les rois hellénistiques, mais qui sont les successeurs immédiats des pharaons, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent... ils s'intéressent plus exactement à la gestion de l'eau. Pour quelles raisons? Tout d'abord, parce que ça permet d'avoir des cultures abondantes. Avoir des cultures abondantes, pour le pharaon, c'est très important, parce que lui-même, et j'approfondirai ce sujet tout à l'heure, est propriétaire d'une très grande partie des terres en Égypte. C'est de loin le plus grand propriétaire. Il possède, dans certaines régions, jusqu'à la moitié du territoire. Donc c'est le grand propriétaire.
Ensuite, parce que la production de blé ou d'autres produits, oléagineux par exemple, l'olive, va permettre la vente, va permettre les échanges avec l'extérieur, ce qui va rapporter de l'argent pour le pharaon. Enfin, aussi, je ne dirais pas surtout, parce que je vous ai dit quand même, avant tout propriétaire, mais enfin, c'est quand même essentiel pour le pharaon, c'est que ces cultures lui rapportent des impôts. Donc, la fiscalité du pharaon trouve son intérêt dans une bonne gestion de l'eau qui permet des cultures abondantes. Alors, comment pouvons-nous savoir comment on gérait les terres en Égypte à l'époque hellénistique? Eh bien, nous avons la chance d'avoir trouvé des archives très abondantes pour la région du Fayoum, je vous l'ai montré tout à l'heure, où un intendant qui s'appelait Zénon, Z-E accent aigu N-O-N, Zénon, a gardé les papiers qui lui permettaient, ou en rapport avec l'administration de ces terres. Alors, qui est Zénon? Zénon, en fait, c'est un intendant de celui qu'on pourrait appeler le ministre des Finances du pharaon, du roi hellénistique. À ce moment-là, il s'agit de Ptolémée II. Ptolémée Philadelphe. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir tout d'abord que lors de la succession d'Alexandre, ces territoires, après plus de 20 ans de conflits entre ces généraux, ceux qu'on appelle donc les diadoques et les épigones, eh bien, ces terres, donc les territoires de l'Empire d'Alexandre, ont été divisés en 3, pour simplifier. Hein? Et ça, je vous l'ai expliqué au cours précédent. L'Asie, en gros, quand je dis l'Asie, je parle du Proche-Orient, mais le Proche-Orient jusqu'à l'Inde, donc c'est tout le Moyen-Orient, entre les mains de Séleucos, la Macédoine entre les mains d'Antipater, puis d'Antigone, et puis alors l'Égypte entre les mains de Ptolémée, Ptolémaios. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a 2 ou 3 jours, à mardi. Et donc, les différents pharaons qui vont se succéder pendant 3 siècles vont tous porter le nom de Ptolémée. Donc c'est pas évident de les reconnaître. Vous savez, c'est comme en France, les Louis, hein. Ils ont été jusqu'à Louis XVIII. Voilà. De temps en temps, il y avait un Henri ou un Philippe. Enfin, il y a eu 18 Philippe. Eh bien, en Égypte, pendant 3 siècles, on est allé jusqu'à 14 Ptolémées. Donc le dernier Ptolémée, roi hellénistique d'Égypte, à s'appeler Ptolémée, c'est Ptolémée XIV. Il y a aussi quelques reines et régentes qui ont porté des noms différents, comme Arsinoé ou Cléopâtre. La fameuse Cléopâtre qui a séduit César puis Marc-Antoine, c'est Cléopâtre VII. Alors pour revenir ici au pharaon dont je vous parlais, je vous parle de Ptolémée, c'est Ptolémée II, entendu? Mais alors, pour les distinguer, on leur a donné également des surnoms, un deuxième nom, si vous voulez. Et le deuxième nom pour ce Ptolémée II, c'est Philadelphe. Philadelphe, ça veut dire celui qui aime ses frères. En fait, il s'agit d'une antiphrase. Vous savez ce que c'est une antiphrase? C'est une phrase ironique, c'est un surnom ironique. En fait, il a fait disparaître ses 5 frères. Donc, il n'est pas du tout ami des frères. Ça va? Et d'ailleurs, chez les Ptolémées, il y a plusieurs comme ça de ces rois qui ont porté des noms ironiques. C'est ainsi que vous avez un Ptolémée qui s'appelle Ptolémée
Philopator, ça veut dire ami de son père, alors qu'il ne s'entendait pas du tout avec son père. Il y en a un qui s'appelait, qu'on a surnommé Philométor, ça veut dire ami de sa mère qui l'a fait assassiner. Donc vous voyez, hein, voilà. Et donc le pharaon dont je vous parle ici, ou plus exactement son ministre, qui s'appelait Apollonios, qui était dieu des Cètes, excusez-moi, D-I-O-E-C-E, accent grave T-E, Diocète, préposé aux finances, c'est-à-dire il était ministre des Finances, cet Apollonios. Et il a pris un intendant qui s'appelait Zénon. Et ce Zénon, c'était presque un bureaucrate, si vous voulez, puisqu'il a tenu une correspondance très importante, il avait des comptes extrêmement précis, et on a gardé des milliers de lettres et de comptes de lui, et pour l'instant, il y en a plus de 2000 qui ont été publiés. 2000 documents. Donc vous imaginez des archives qui remontent maintenant à 2250 ans, dont on dispose et qui permettent de comprendre comment un domaine était géré. Donc c'est bien que pour les historiens, c'est formidable, évidemment. Imaginez ce qu'on appelle un fonds d'archives. Avoir autant de lettres, autant de comptes pour cette période-là. Donc c'est formidable, bien sûr. Alors il se fait que la période où il est intendant de ce domaine qui appartient au ministre des Finances, donc Apollonios, eh bien couvre une période de 8 ans, c'est-à-dire une période qui va de 256 avant Jésus-Christ à 248. Je vais l'écrire ici sur la ligne du temps. Donc, Zénon. Voilà. Donc, je vous ai dit 256 à 248. Donc, ici, ce sont donc les archives qui concernent alors ce domaine, qui est en fait attribué à ce ministre du pharaon. C'est ce qu'on appelle une doréa. Donc là, donc vous mettez que ce sont les archives de Zénon relatives à ce domaine, ce que l'on appelle une doréa, c'est-à-dire un don personnel fait par le pharaon à une personne qu'il apprécie, un de ses proches, un ami. Mais en fait, on a gardé également les archives de Zénon pendant la période où il était alors un bureaucrate, si vous voulez, à Alexandrie, et même par la suite, les archives qu'il a continué à produire après qu'il ne soit plus, après qu'il n'ait plus, qu'il ne fût plus, donc intendant. En fait, ça s'étend, tenez-vous bien, de 261 à 229. Donc, en fait, on a une période extrêmement longue. Hein, je répète les dates, 261 à 220, donc une période de 32 ans. Tandis que pour les archives limitées à la doréa, là, c'est une période de 8 ans. Hein, comme vous avez pu noter, 256-248. Alors, que nous révèlent ces archives? Eh bien, tout d'abord que pendant la période où il est intendant, la moitié du lac Moéris, que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, dans le nord du Fayoum, de cette grande oasis, eh bien, la moitié de ce lac a été asséchée. Pourquoi a-t-il été asséché? Eh bien, pour en faire des terres cultivées, pour avoir la terre disponible. En revanche, il fallait amener de l'eau, paradoxalement. Donc on assèche pour avoir une région de terre cultivable, mais en même temps, il faut, vous avez déjà vu le soleil de plomb en Égypte, il
fallait amener de l'eau. Donc 2 canaux ont été creusés, amenant donc l'eau du Nil dans le réseau hydrologique du Fayoum, et par gravité, donc l'eau du Nil est arrivée dans cette région. Alors, c'est très intéressant parce que cette région a été une sorte de vitrine pour le pharaon, qui d'ailleurs allait conduire ses hôtes pour leur montrer ce qu'on était capable de faire en matière d'agriculture en Égypte à cette époque-là. Et plus exactement, l'intendant Zénon est parvenu à passer de la simple, comment dirais-je, d'une moisson unique par an à une double moisson. Ensuite, il a pu acclimater un certain nombre d'animaux, en particulier des volailles, mais aussi des moutons, dans cette région. Donc cette région est apparue un petit peu comme une région modèle, mais qui ne doit pas faire illusion et nous laisser croire que toute l'Égypte de cette époque-là, évidemment, fonctionnait de la même manière. Si vous voulez, cette Doréa est un petit peu, évidemment, il ne faut pas faire d'anachronisme ici, une sorte de sauf-cause de l'époque soviétique. Vous savez, ces fermes modèles, ces fermes laboratoires, où on expérimentait des semences, des nouveaux produits, par exemple, et qui servaient de vitrine également au régime soviétique. Évidemment, ici, comparaison n'est pas raison. J'essaie simplement de vous expliquer en quoi cette ferme modèle ne peut pas être considérée comme représentative. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'en matière d'irrigation, en matière de production de céréales nouvelles, on parvient à produire 2 fois plus, puisqu'il y a des moissons, 2 moissons par an. On parvient à produire de nouvelles plantes, on parvient également à élever la volaille, des moutons, qui n'existaient pas dans cette région-là. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant. N'oubliez pas qu'on est quand même en Égypte, on n'est pas dans les terres riches du Brabant wallon. Il y a quand même une nuance. Alors, cette période d'efflorescence liée à une petite région, en fait, et à un siècle, le 3e siècle, ne va pas perdurer. En fait, l'Égypte, au 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ, entre dans une crise agricole assez importante. On le voit par la réduction des surfaces cultivées. C'est une période également où la démographie baisse. C'est une période où les terres à défricher augmentent. Alors, ceci nous est prouvé par une ordonnance, un décret, une grande ordonnance d'ailleurs, de 118 avant Jésus-Christ, promulguée sous le règne de Ptolémée VIII, et Vergète II. Et Vergète, ça s'écrit E-V-E-R-G-E accent grave T-E. Alors, Evergète, bien c'est un mot qui ne veut pas dire quelque chose de compliqué, c'est un mot grec tout simplement dans Evergète. Je vous ai dit dans un cours antérieur que la racine EU en grec signifie bon, bien. Vous vous souvenez, j'ai dû vous dire ça il y a quelques semaines,
hein, que c'est de là que vient par exemple le mot euthanasie, ça veut dire la bonne mort. Ou le mot Eugène, quelqu'un qui s'appelle Eugène, c'est quelqu'un qui est bien né. Vous vous souvenez de ça? Le mot évangile veut dire Ève. Ben, c'est simplement un V et plus un U, parce que c'est une voyelle qui suit. On ne peut pas dire évangile, alors on dit évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça va? Evangelios. Et donc, un Névergète, ça veut dire un bienfaiteur, quelqu'un qui est bienfaisant. Vous avez le Ève qui veut dire EV, donc qui veut dire bon, et vous avez ergète, dans lequel vous avez, dans ce mot-là, la racine ergon, qui veut dire travail. L'ergologie, vous connaissez. Ça va? Donc l'évergète, c'est celui qui fait bien, qui travaille bien. Donc c'est un bienfaiteur, ou un bienfaisant. Et comme il y avait déjà eu un évergète avant lui, qui était Ptolémée III, et ben donc c'est Ptolémée VIII et Vergète II. Voilà. Je vais peut-être vous mettre ça dans la chronologie. Alors avec une autre couleur, pour que ce soit peut-être plus clair. Alors, 118. Donc 118. Grande ordonnance de Ptolémée VIII et Vergète II. J'aurais peut-être pu vous noter le nom d'autres pharaons ici. Donc ici vous aviez Ptolémée Ier, ici Ptolémée II, puisque je vous ai dit que Apollonios est en fait le ministre des Finances de Ptolémée II. Oui, Ptolémée Ier, c'est Ptolémée Ier Soter, qui veut dire le sauveur. Ptolémée II, hein, c'est Ptolémée Philadelphe, c'est celui qui a tué ses 5 frères, ça va. Hein? Ptolémée III, en fait, il règne jusqu'en 222, donc on est ici, Ptolémée III. Ptolémée V, oui, je ne vais pas tous les lire, mais en tout cas, il y en a certains que vous pouvez peut-être retenir. À cheval sur le 3e et le 2e siècle ici, entre les deux, il y a Ptolémée IV, ça va, ça va. Donc, Ptolémée V. Alors, Ptolémée V, lui, c'est celui qui a publié la fameuse ordonnance qui est reprise sous la pierre de Rosette, en 196 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, vous voyez, on continue, et puis là, on est à Ptolémée VIII, et alors on arrivera, donc, dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, on arrivera à Ptolémée XIV. Pas d'ailleurs tout à fait pas, donc il ne faut pas redire le nom, hein, mais il y en a quelques-uns qu'il s'agit de connaître, en tout cas les 3 premiers Ptolémées, certainement. Ça va? Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais. Je vous parlais de cette grande ordonnance. Donc, ce sont des documents qui ont été publiés, ces ordonnances des Ptolémées, par Marie-Thérèse Langer en 1964 par l'Académie royale de Belgique. Et j'ai eu la chance, là aussi, de connaître personnellement Marie-Thérèse Langer, qui a publié donc les ordonnances royales des Lagides, c'est-à-dire des Ptolémées. Voilà. Donc, j'étais dans la valorisation des terres. Vous avez compris que donc, période, en tout cas face pour la région du Fayoum au milieu du IIIe siècle. En revanche, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est manifestement une période de crise agricole liée à la dépopulation, liée à la réduction des surfaces cultivées, liée à une augmentation des terres à défricher. On va passer maintenant au deuxième point. Le troisième, excusez-moi. Le troisième point, c'est le problème de la propriété des terres. Donc, la propriété des terres en Égypte à l'époque hellénistique. Grande différence
différence avec l'époque classique, l'époque du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce continentale, ou même dans les colonies grecques sur le pourtour de la Méditerranée. En effet, à Athènes, l'idéal du citoyen, c'était d'être un petit propriétaire. D'ailleurs, c'était la propriété d'une terre qui vous donnait la citoyenneté. Et vous ne pouviez être propriétaire d'une terre, d'ailleurs, que si vous étiez né, à partir de 451 avant Jésus-Christ, de 2 parents athéniens. Donc il y avait des gens riches à Athènes qui ne pouvaient pas posséder de terre, c'était les étrangers. Ils pouvaient être très riches en numéraire, en drachmes, si vous voulez, hein, c'était les métèques. Mais ils ne pouvaient pas posséder de terre. Ils pouvaient avoir éventuellement des hommes de paille, hein, mais officiellement, ils ne pouvaient pas avoir de terre, parce qu'ils n'étaient pas citoyens, ils n'étaient pas nés de 2 parents athéniens. En tout cas, à partir du milieu du 5e siècle. À Sparte, autre cas de figure, là, il existait des serfs qui appartenaient collectivement aux Spartiates, qui recevaient des lots de terre, comme on appelle des kléroi, hein, en grec ancien, tandis qu'ici, on est dans un cas de figure tout à fait différent. Je vous ai dit que le pharaon, c'est-à-dire le roi hellénistique, donc ces rois qui sont des rois grecs pendant 3 siècles, des rois et des reines grecs pendant 3 siècles, eh bien, ces rois possèdent une très grande partie de la terre. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quelques villages que l'on a pu analyser, pour lesquels on a des sources, et dans ces villages, il apparaît que le roi possède 50% des terres. De nouveau, il ne faut pas extrapoler. Soyons bien clairs, parce qu'on ne peut pas le faire pour tous les villages. Malheureusement, on peut le faire que pour très très peu de villages. Alors, ces terres-là, c'est ce qu'on appelle donc des terres royales. Alors, je vous écris peut-être le nom en grec ancien, vous en faites pas, je vais l'écrire en caractère latin, hein, mais je vais vous donner les termes grecs anciens. Hein. Donc, vous avez tout d'abord les terres royales. Les terres royales, c'est ce qu'on appelle donc basilicae, gay. Basilicae gay. Gay, c'est la terre, qui a donné le mot géographie ou géologie. Ça va? Gay. Et basilicae vient de basileus, qui veut dire roi en grec, qui a donné le mot basilique d'ailleurs aussi. Ça va? Donc, basilicae gay, dire donc la terre royale. Alors, sur les terres royales, les paysans payent un fermage. C'est quoi un fermage? En fait, c'est un loyer. Un loyer qui est fixe à cette époque-là. Alors, ce loyer est fixe, mais les paysans qui travaillent sur les terres du roi, ce sont des paysans royaux, ils sont appelés ainsi dans les documents, hein, dans les papiers. Ces paysans doivent payer en outre à l'intendant du souverain, du roi, ils doivent payer un intérêt sur les semences qu'on leur a avancées. Si l'on leur avance 100% des semences, et puis ils ont un intérêt annuel de 50%. Donc, autrement dit, ils doivent rembourser 150, comment dirais-je, % des semences qu'ils ont reçues. Et à cela s'ajoute encore l'impôt. Alors, si vous faites le total de tout ça, le fermage, en général, revient à 40% de la récolte. 40%. À cela, vous devez donc ajouter les semences qui ont été avancées, ça se paye en nature, bien entendu, donc on rend les semences,
Mais on doit ajouter aux semences qui ont été avancées, ben, la moitié en plus, puisque c'est 50% d'intérêt. Et à cela, vous ajoutez en plus ça l'impôt. Ce qui veut dire que pratiquement 50% des récoltes sont prélevées sur les moissons des paysans, le reste passant évidemment en profit pour le roi. Alors, à côté de ces terres royales, il y a aussi des terres qui appartiennent au temple. Et ça doit vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà étudié dans l'enseignement secondaire. Ah, ce sont les terres des abbayes. Hein, vous savez que les abbayes sont devenues très très riches parce que l'on faisait des dons importants aux abbayes, puisque ça permettait d'accéder, en tout cas ça, c'était un moyen qui laissait espérer d'accéder plus rapidement au paradis et d'effacer une partie des péchés. Donc c'est pour ça que des dons importants étaient faits au monastère au Moyen-Âge. Eh bien ici c'est la même chose. Donc, sauf qu'ici c'est le roi qui donne une grande partie de terre à ces temples. Vous devez imaginer que ces temples, ce sont en fait des grandes entreprises qui font de l'agro-business, si je puis dire. Alors, ces terres, elles appartiennent à la catégorie de ce qu'on appelle les hiérarques. Alors, hiéra, ça vous fait penser au terme hiérarchie, et une hiérarchie, c'est rien d'autre qu'un commandement sacré, hein, littéralement. Vous connaissez bien sûr le mot aussi hiéroglyphe, qui veut dire inscription sacrée. Donc, la terre qui appartient au temple, c'est donc la hiérarchie. Ces terres sont administrées par des agents royaux. Donc c'est quand même le roi qui a la haute main sur ces terres, qui appartiennent en propre, on est bien d'accord, au temple, mais qui sont administrées par les agents royaux. Ces terres, d'ailleurs, sont soumises à l'impôt. Donc, à l'inverse, je dirais, de la situation des terres qui appartenaient, des biens qui appartenaient au clergé sous l'Ancien Régime en France, le clergé, donc, est soumis à l'impôt. Même si en France, il y avait aussi, le clergé était privilégié, mais il était soumis à ce qu'on appelle un abonnement, c'est-à-dire une somme fixe qui avait été, sur laquelle les souverains, les rois de France et le clergé s'étaient mis d'accord. Une période de 5 ans, d'habitude, hein, c'est ce qu'on appelait l'abonnement. Alors, j'étais en train de vous parler donc de l'impôt ici. Alors, en fonction du rapport de force qui existe, et ça c'est à toutes les époques, entre le pouvoir exécutif, ici en l'occurrence, peut-on parler de pouvoir exécutif, ça n'a même pas beaucoup de sens, puisque le pharaon, le roi hellénistique, a tous les pouvoirs entre ses mains, c'est un roi monarque absolu. Et donc, entre d'une part le rapport de force entre le monarque et ce groupe, ce lobby, si vous voulez, constitué par le clergé, eh bien, suivant le rapport de force, eh bien, soit c'est le roi qui domine ce groupe social, soit c'est ce groupe social qui prend de l'avance et résiste face au pharaon. Il y avait eu un épisode un petit peu semblable dont je vous ai parlé lorsqu'on a parlé d'Akhénaton au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Je vous avais dit qu'Akhénaton, Aménophis IV donc, avait en conflit avec le clergé d'Amon,
et parce que celui-ci avait pris trop de place dans le gouvernement et dans l'économie de l'Égypte ancienne, avait remplacé le culte d'Amon par un autre culte, celui du disque solaire. Cette période n'a duré, cette parenthèse n'a duré que 20 ans, puisque dès le lendemain de sa mort, son fils Toutankhamon, comme son nom l'indique, va retomber sous la coupe du clergé d'Amon à Thèbes, et c'en sera fini de cet hénodéisme, comme je vous ai parlé. Donc vous avez dit que ce n'était pas le culte d'un Dieu unique pour toute universel, vous avez dit que c'était le culte d'un Dieu unique pour l'Égypte. Eh bien, c'est la même chose ici. Tant que les rois hellénistiques se sentent forts, ils dominent. Et peuvent dominer, ont les moyens de dominer les temples. Ce sont d'ailleurs les rois hellénistiques qui désignent les personnes qui vont occuper les emplois vacants quant aux revenus liés au produit de la terre, principalement de ces temples. Mais lorsque, au IIe et au Ier siècle, on se trouve dans une période de crise, lorsque les pharaons, les rois hellénistiques, s'empêtrent dans des conflits familiaux et successoraux qui les font appeler les Romains dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et vont perdre de leur puissance, eh bien, à partir de ce moment-là, le rapport de force change et les pharaons vont devoir supprimer, lâcher du lest et supprimer cet impôt sur les temples. Et les temples, le clergé des temples va lui-même administrer ces terres. Donc il faut distinguer là aussi le IIIe siècle du deuxième et du premier. Ça se trouve mentionné également dans la grande ordonnance de 118 avant Jésus-Christ, celle de Ptolémée 8 et Vergète 2. Troisième catégorie de terres, c'est la première en fait que j'avais évoquée tout à l'heure. Ce sont les dons, les terres dont le pharaon a fait don à des proches, à des amis qu'il veut honorer, et parce que ce sont des gens sûrs, il veut les récompenser pour services rendus. C'est le cas d'Apollonios, son ministre des Finances, son diécète, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a pour intendant Zénon, au milieu du IIIe siècle avant notre ère. Alors, ces terres s'appellent des doréas au singulier et doréae, il faut ajouter un i au pluriel. Ça va? Doréa, c'est le singulier. Alors, ces terres, ce sont des terres qui ne sont pas des terres héréditaires, elles sont données à titre personnel, à titre temporaire donc, le pharaon peut les reprendre quand il les veut, et à titre précaire. Alors, sur ces terres, il y a de nombreux avantages fiscaux, donc des privilèges, parce que ce sont des terres qui sont cultivées pour partie, et pour partie, ce sont aussi des terres qu'il faut défricher. Donc ce sont des terres qui potentiellement peuvent être valorisées, et pour permettre justement de les valoriser, eh bien le roi accorde des privilèges fiscaux. Là aussi, ça doit vous faire penser
un phénomène que nous étudierons l'an prochain au Moyen-Âge, ce sont ces fameuses chartes de franchise. Ici, évidemment, il ne faut pas faire d'anachronisme, bien sûr, mais au Moyen-Âge aussi, au XIIe siècle en particulier, c'est la grande époque des franchises, hein, eh bien, des terres sont immunisées d'impôts, hein, pour permettre le peuplement, pour permettre la création de richesses qui vont, dans un deuxième temps, être intéressantes pour le seigneur. Donc, dans un premier temps, on les dispense de payer des impôts, et puis par la suite, évidemment, le seigneur y trouvera son compte. Par d'autres impôts, hein, parce qu'il n'y a pas que les impôts liés directement, je dirais, à la terre. Il y a aussi des impôts personnels, etc. Bon. Donc vous avez retenu Doréa. Alors, quatrième type de terre, ce sont les terres clérouquiques. Les terres clérouquiques. Alors, pourquoi je prononce de cette manière-là? Parce qu'en fait, en grec, c'est la lettre qui. Donc on ne dit pas chi. Vous savez qu'on dit un chiasme, on ne dit pas un chiasme. Hein? Enfin, pour ceux qui ont fait du latin, par exemple, ou du grec. Hein? Donc, il y a des mots, on dit un psychiatre, on ne dit pas un psychiatre. Hein? Ça va? Parce qu'en grec, c'est la lettre qui. C'est pas. On ne prononce pas chi, on prononce que. On dit un psychologue en français. Hein? C'est que. En grec, c'est pas che. Donc ici, on dit la terre, les terres clérouquiques. Alors les terres clérouquiques, ce sont des terres qui ont été accordées à des colons grecs. Parce que n'oubliez pas que l'Égypte, pour les Macédoniens, c'est une colonie. Ce sont des rois coloniaux. Donc ces rois macédoniens, c'est l'équivalent de Léopold II, hein, qui fait découvrir, lui, par Stanley, le Congo, et puis on installe des gens là-bas pour exploiter les terres, mais ces pharaons, si vous voulez, ces rois grecs, ils sont séparés de la population. Les Grecs en Égypte, à ce moment-là, ce sont un petit peu des martiens pour la population. La population est égyptienne. Tous les paysans, l'immense majorité des paysans, pas tous les paysans, mais l'immense majorité des paysans sont des Égyptiens, des natifs d'Égypte. Et puis alors vous avez ces Grecs qui les dominent, qui font partie de l'administration, qui font partie de l'armée, et qui les dominent véritablement. C'est un territoire occupé, on pourrait dire plutôt colonisé, ça me semble plus. Mais c'est une colonie, l'Égypte. Hein. Je vous ai bien dit que ces rois hellénistiques, ce sont des immigrés, hein, hein, ce sont des immigrés. Donc, ceux que l'on appelle les clérouques, en français on appelle, ce sont des, excusez-moi, les terres clérouquiques, ce sont celles qui sont entre les mains des clérouques. Des clérouques. Alors, ce sont également des terres qui disposent d'avantages et qui ne doivent pas, elles, payer l'impôt foncier. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des terres de privilégiés, ce sont des Grecs. Et enfin, reste une cinquième catégorie, ce sont les terres privées, parce qu'il en existe. Les terres privées. La propriété privée existe en Égypte depuis certainement le Moyen Empire. Vous vous souvenez que le Moyen Empire, c'est cette période qui couvre la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est la période qui va des environs de 2100 avant Jésus-Christ à 1600 avant Jésus-Christ. Donc je répète, la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il y avait déjà la propriété privée attestée. Alors, ces terres privées vont d'ailleurs augmenter à partir du moment où les terres de la catégorie précédente, les terres clérouquiques, vont pouvoir être aliénées. Parce que précédemment,
jusqu'au IIe siècle, les terres clérouquiques ne pouvaient pas être aliénées, ne pouvaient pas être vendues. Elles appartenaient aux colons, ben voilà, parce que ça avait été une dotation du roi, si vous voulez. Mais on ne pouvait pas les vendre. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, ces terres peuvent être vendues. Et donc, elles vont être vendues à des particuliers. Et à l'époque romaine, puisque l'époque romaine commence en 31 avant Jésus-Christ, après la bataille d'Actium en Grèce, lorsque Cléopâtre et Marc-Antoine sont battus par Octave, qu'on appelle aussi Auguste, eh bien, ces propriétés privées vont devenir de plus en plus nombreuses. Donc, à l'époque romaine, ça va devenir vraiment quelque chose d'important. Mais à l'époque romaine, l'Égypte reste, je dirais, à un statut tout à fait différent des autres provinces, parce que l'Égypte reste une province qui appartient directement à l'empereur. C'est un grenier à blé, il ne faut pas oublier, pour l'Empire romain, l'Égypte. Alors, je vais résumer ce que j'ai dit ici pour la propriété des terres par un fromage. Voilà. Alors, je vais remettre de ce côté-ci. Alors, je vous ai dit que, ou si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, qu'un tiers des terres appartient au temple. Un tiers, c'est donc ceci, approximativement. Un tiers des terres. Donc ceci appartient au temple. Je vous ai dit que, d'après les indices que nous avons, la propriété royale paraît très importante. Elle représenterait même, mais c'est à titre d'hypothèse, parce qu'ici, il ne faut pas faire d'extrapolation, elle concernerait même dans certaines régions la moitié des terres. Donc je prends une autre couleur, et j'indique ici, oui, un fromage c'est pas bien coupé, mais enfin c'est pas grave. Donc ici, je mets les terres qui appartiennent au roi. Alors, reste, ça va? Alors, reste quoi? Eh bien, reste cette petite portion du fromage qui reprend en fait les trois derniers points. Vous êtes d'accord, hein? Donc, ceci, je souligne en rouge, ceci, je souligne en bleu, et puis alors, vous avez ce qui reste. Je vais mettre plutôt comme ceci. Voilà, ça, c'est ce qui reste ici. Alors, les doréas plutôt, au pluriel, eh bien, elles disparaissent après le règne de Ptolémée III, c'est-à-dire après 222 avant Jésus-Christ. Donc, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin, il n'y a plus de doréailles. Autrement dit, ce que l'on pouvait mettre dans la catégorie doréailles ici va agrandir encore un peu plus le domaine royal. On est bien d'accord, puisque c'était le roi qui donnait une partie de ses terres à certains de ses proches. Donc je rajoute ceci au domaine royal. D'autre part, je vous ai dit que les terres clérouquiques, à partir du moment où elles peuvent être aliénées, c'est-à-dire vendues au IIe siècle avant Jésus-Christ, vont grossir la proportion de terres privées. Donc vous aurez de moins en moins de terres clérouquiques, je vais les mettre ici, parce que là, la proportion des terres appartenant à des personnes privées augmente. Donc, ceci, ce sont donc des terres appartenant à des personnes privées. Terres privées.
Voilà. Je crois que ça vaut la peine de schématiser, même si ce n'est qu'un schéma caricatural, même si je vous ai dit toutes les réserves qu'il faut prendre devant ce schéma. Je vous l'ai bien dit tout à l'heure, il ne faut pas extrapoler à partir du Fayoum, à partir du IIIe siècle, etc., etc. Mais ça permet quand même de voir un petit peu plus clairement la proportion des terres appartenant au roi. Peut-être que dans certaines régions c'est beaucoup moins, mais on n'a pas de source pour ça. Donc je mets bien ici point d'interrogation. Pour les temples, ça c'est à peu près sûr, parce que des temples, il y en a beaucoup plus. Alors les temples, ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'est si ces temples sont si riches, eh bien ça va leur permettre de construire des temples de plus en plus fastueux. Ben oui, la richesse entraîne la richesse, vous le savez, quand vous avez des sous. Ben, non seulement votre maison, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la vendre, en faire une plus grande, etc. Enfin, vous êtes abreuvé de l'idéologie du Will for Life, ou je ne sais pas très bien quoi, où on vous dit devenez scandaleusement riche. Eh bien, c'est ça. Alors, je vous montre peut-être sur la carte ici, sur la carte, quels sont les grands temples de l'époque hellénistique, c'est-à-dire les 3 derniers siècles avant Jésus-Christ. Parce que quand vous allez en Égypte, la plupart du temps, beaucoup des temples que vous voyez ne datent pas de l'époque pharaonique. Ils ne datent pas, il y en a quelques-uns qui datent de l'époque du Nouvel Empire, de l'époque des Ramessides, de l'époque de la 19e dynastie, on est bien d'accord. Mais beaucoup des temples que vous verrez si vous faites une croisière sur le Nil sont des temples de l'époque hellénistique. Donc ça date de l'époque des Grecs. Alors, quels sont les temples importants ici? Ben, vous avez par exemple, vous voyez ici marqué terre, Karnak, Luxor. Karnak, il y a une partie de l'époque, on est bien d'accord, de l'époque pharaonique, mais le reste c'est de l'époque hellénistique. Pas Luxor, pas Luxor. Sur la rive gauche, en face de Luxor, vous avez Der El Médinet. D-E-I-R, L-E-L, et Médinet, M-E-D-I-N-E-H ou N-A, c'est comme vous voulez, ça veut dire la ville monastère. C'est là, je vous en parlerai au 2e semestre, c'est là que se trouvait une cité ouvrière à l'époque du Nouvel Empire, là, une cité des artisans qui était chargée de peindre et de transformer les tombes, les hypogées. Vous avez ici Ptolémaïs. Non, excusez-moi, je ne vais pas parler de Ptolémaïs parce que là, c'est pas un temple, c'est une ville. Pas Ptolémaïs, excusez-moi. Vous avez un peu au nord de Thèbes, donc de Luxor et de Karnak, vous avez Dendera. Dendera. D-E-N, D-E, accent aigu, R-A-H. Dendera. Ce sont des noms arabes maintenant, ça va? Dendera. En descendant vers Assouan, vous avez encore ici Edfou, E-D-F-O-U. C'est immense, le temple d'Edfou. Mais ça date de l'époque hellénistique, ça ne date pas des pharaons, de l'époque des Ramsès. C'est tout à la fin de la période égyptienne, Edfou. Et vous avez ici aussi Colombo. Voilà, donc en fait, quand vous faites votre carrière, si vous faites votre croisière sur le Nil, eh bien, vous allez rencontrer des temples de l'époque hellénistique, donc très tardifs. Alors, je poursuis. On va passer maintenant grand 4, et ce sera le dernier point, bien sûr, avant la conclusion. On va passer au rapport entre l'État et les paysans. Donc l'État alors là,
rapport entre l'État et les paysans, ben, vous le connaissez, ce sont les impôts. Hein, déjà évoqué, c'est le problème de la fiscalité. Alors là aussi, on a une source très intéressante, c'est ce qu'on appelle les bordereaux d'ensemencement. Un bordereau, donc, c'est un ordre, si vous voulez, écrit sur un papyrus, et d'ensemencement, ça veut dire que ça concerne la production agricole. Donc les bordereaux d'ensemencement. En grec, ça se dit diagraphé tou sporou. Diagraphé. Donc D-I-A-G-R-A-P-H-E accent grave, diagraphé. Graphène, vous savez que ça veut dire écrire, hein, l'orthographe, etc. Dia, à travers. Donc en fait, diagraphé, ça veut dire le bordereau. Tou, T-O-U, et sporou, S-P-O-R-O-U. Ben, c'est un génitif, tout c'est l'article défini, hein? Donc c'est le complément déterminatif de l'article, et puis sporou c'est le nom lui-même. Le mot, vous connaissez certainement, quand on dit, vous connaissez certainement les îles qui s'appellent les sporades en grec. Hein, c'est comme toutes ces petites îles, hein? Il y a les Cyclades et les sporades. Et quand on dit un phénomène intervient sporadiquement, c'est-à-dire par petits morceaux comme des champignons. Ben c'est ça en fait. Voilà. Essayez de retenir l'étymologie, hein, parce que c'est comme ça qu'on retient, et puis on apprend du vocabulaire nouveau. Voilà. Alors, donc, ce bordereau d'ensemencement, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une demande, c'est même un ordre, hein, mais qui est formulé chaque année par le roi auprès des administrations locales pour savoir quelle sera la récolte supposée de l'année qui vient. Alors comment fait-on? Eh bien, on essaye d'extrapoler, je parle de l'administration du pharaon, ici, du roi, on essaye d'extrapoler les récoltes, et donc le montant de l'impôt, parce que l'impôt il sera proportionnel évidemment aux récoltes, suivant les régions, à partir de la hauteur du Nil dans ces différentes régions. Vous savez que dans l'Égypte ancienne, à l'époque des Ptolémées, ptolémaïque, hellénistique donc, il y avait, on utilisait des nilomètres. Vous comprenez ce que ça veut dire, un nilomètre, c'est comme thermomètre, hein? Nilomètre. Ça veut dire que vous aviez à 3 endroits de l'Égypte des graduations le long du Nil qui permettaient de savoir, en fonction du mois, où, c'est-à-dire le mois de juin, où l'eau du Nil arrive et commence à gonfler le Nil, d'année en année, on pouvait dire, mais en fonction du niveau du Nil, à tel endroit, on peut prévoir une inondation qui va couvrir telle dimension de terre, telle superficie. Et à partir de là, on peut imaginer quelle sera donc la surface qui va être couverte par l'eau, mais surtout par les terres fertiles. Et donc, on pourra imaginer, ou prévoir plutôt, ce que seront les récoltes, les quantités des récoltes, et donc aussi le montant de l'impôt. Je vous montre sur la carte où se trouvaient ces nilomètres. Vous avez un nilomètre ici, vous voyez marqué Sienne, c'est Assouan en fait, hein, c'est le barrage d'Assouan. Bien ici, il y a une ville qui s'appelle Éléphantine, une localité. Vous avez un nilomètre ici. Vous aviez un nilomètre également près de Memphis, et vous aviez également un nilomètre dans le delta. La crue du Nil, la crue du Nil commence au mois de juin. Elle se termine fin septembre, début octobre. Donc à partir du mois de juin, en fonction de la hauteur
l'eau du Nil à cet endroit-ci, on pouvait projeter, dire cette année-ci, eh bien, il y a telle surface des terres qui va être inondée. Et donc, je rappelle, je vous ai déjà dit le processus qui était imaginé. Alors, certains ont dit que, ou pensé, et en particulier Rostotsev, dont je vais vous montrer le livre tout à l'heure, ce Russe qui a publié en Angleterre en 1941, se sont dit, mais c'était un système étatique, c'était une sorte de planification, comme en URSS. Une véritable planification. Sauf que, il y a deux éléments qui ne permettent pas d'aller dans ce sens. Le premier élément, c'est quoi? Eh bien, le premier élément, c'est que pour un helléniste décédé maintenant, très brillant, français, qui s'appelait Pierre Vidal-Naquet, c'est que les Grecs de cette époque-là n'ont pas la notion de progrès. Donc, on ne peut pas les mettre dans la tête d'un soviétique du XXe siècle. Ils n'ont pas l'idée de progrès. Et là, le deuxième élément, c'est que, in fine, c'était quand même les pouvoirs locaux qui donnaient les informations à l'État et qui, eux, vont récolter les impôts. Donc, on ne peut pas parler de centralisation comme c'était le cas à l'époque stalinienne, par exemple. Donc, ce sont les deux éléments qui apportent un bémol, si vous voulez, par rapport à cette idée qui paraît séduisante d'une étatisation et d'une planification, surtout. Il n'en demeure pas moins que le roi se trouve quand même à mi-chemin de l'étatisation, qu'on le veuille ou non, et de la centralisation, qu'on le veuille ou non. Hein. Ce n'est pas un système d'État moderne, mais enfin, on y trouve quand même les prémices. Hein. Il ne faut pas maintenant inverser complètement la vapeur et le raisonnement. Alors, les impôts. Les paysans y sont soumis. Je vous ai déjà dit que certaines terres n'y sont pas soumises de la même manière, en particulier les terres cléroutiques. Et qu'il y a des avantages fiscaux pour ceux qui sont propriétaires d'Oréailles également, hein, la catégorie numéro 3 au tableau tout à l'heure. Alors, il y a des ordonnances, en particulier des ordonnances du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui précisent qu'il est strictement interdit, c'est une ordonnance qui date de 103, je crois, avant Jésus-Christ, que les paysans ne peuvent pas quitter leurs terres au moment des semailles et des moissons. Ils ne peuvent pas. On voit également dans les textes que les paysans vont être asservis à leurs terres. Autrement dit, ces paysans, qui sont des paysans libres, deviennent des serfs. Alors, pour une région qui est extérieure à l'Égypte, mais qui appartient également à l'époque hellénistique, c'est-à-dire la partie de l'ex-empire d'Alexandre le Grand qui se trouve en Asie, c'est-à-dire le royaume séleucide, là on voit qu'il y a des esclaves. Alors qu'en Égypte, il n'y en a pas, ou presque pas. Et l'on voit que les paysans ruraux, lorsque la terre est vendue à quelqu'un d'autre, eh bien, que ce soit des paysans ou que ce soit comme dans l'Empire séleucide des esclaves, eh bien, dans les deux cas, les paysans et les esclaves sont vendus en même temps que la terre. Donc, que vous soyez serfs dans l'Égypte, l'Agie ptolémaïque, ou que vous soyez esclaves rural dans le royaume séleucide, eh bien, dans les deux cas, lorsque la terre est vendue, vous, le travailleur de la terre, vous êtes vendu en même temps. Ça fait penser, je ne sais pas si vous l'avez lu, aux Amortes de Nicolas Gogol, grand écrivain russe du XIXe siècle. C'est
Il a donné d'ailleurs comme titre à son livre « Les âmes mortes », c'est-à-dire ce qu'on appelle une âme, c'est en fait les cerfs. Là, c'est un trafic de cerfs qui sont morts et qui permettent à quelqu'un de s'enrichir. Il y a parfois des pratiques étonnantes dans certaines sections du Parti socialiste de Charleroi. Je me souviens à un moment donné où on continuait à comptabiliser des gens qui étaient décédés pour avoir une plus grande part au moment des votes dans les assemblées générales des sections socialistes à Charleroi. Donc vous voyez, c'est un système de fraude et on achetait même parfois, vous imaginez, des cartes de membres fictives simplement pour avoir plus de poids lors des assemblées générales. Donc vous voyez que c'est des pratiques qui, d'une certaine, existent toujours, mais sur d'autres sujets, bien entendu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir du IIe et du 1er siècle, on arrive dans une période de crise, crise économique, crise agricole, donc une période difficile, et donc les paysans vont être de plus en plus attachés à leurs terres, et leur situation va se dégrader. Alors, conclusion de tout ceci, 4 conclusions avant la bibliographie. Conclusion. Si je dois résumer tout ce que j'ai dit, l'immense majorité des Égyptiens sont des paysans. Ce sont des paysans pauvres. Qui dit paysan dit égyptien, je veux dire dit indigène. C'est-à-dire ce ne sont pas des Grecs. Il y a peu de paysans grecs en Égypte. Les Grecs, on les trouve principalement dans les villes, dont on verra ça peut-être mardi prochain, mais il y a 3 villes, comment dirais-je, grecques. Il y a Alexandrie, ici. Il y a un peu plus bas, il y a Naucratis, qui est une vieille colonie qui remonte à l'époque archaïque, grecque. Et puis alors ici, il y a Ptolémaïs. Ça n'arrête pas sur la carte, enfin ce sont les 3 villes grecques, si vous voulez. Ailleurs, ce sont des Égyptiens. Ensuite, donc, premier point, je vous ai dit, en Égypte, on trouve, dans l'Égypte hellénistique, on trouve des paysans, des indigènes pauvres. Deuxième élément, c'est qui tire profit. Donc on passe maintenant des dominés aux dominants. Qui tire profit de la gestion des terres? On voit qu'il y a 2 catégories qui s'en tirent bien. C'est d'abord le roi, qui est un multimilliardaire. Si on devait comparer les richesses du roi ptolémaïque ou du roi Lagide avec les richesses des standards actuels, ce sera multimilliardaire. Multimilliardaire. Vous imaginez, il possède près de la moitié des terres, dans certaines régions. Alors que fait-il de cet argent? Eh bien, que fait-il de cet argent? Ça lui permet d'avoir une vie fastueuse qui lui permet de s'imposer par rapport aux souverains du Proche-Orient, parce que mener un train de vie fastueux, c'est une preuve de puissance, et ça peut faire reculer certaines puissances qui voudraient vous envahir. Et donc c'est pour ça que quand on a des ambassadeurs qui viennent, on leur montre la puissance que l'on a, on leur montre les fameuses Doréailles, qui sont ces villages vitrines, pour montrer la puissance que l'on a. Et donc si on s'attaque, vous savez qu'on a de quoi résister. On a des richesses. Une partie de ces richesses sont redistribuées aussi à la population en période de famine, il faut bien le dire. Mais en fait, c'est un petit peu vicieux comme système, vous comprenez bien. Ça permet au roi hellénistique d'étaler ses richesses, de les distribuer, ce qu'on appelle donc des philanthropias. Philanthropa, ça veut dire ce sont des bienfaits.
avez bien sûr aussi, oui, ça lui permet aussi de payer son armée, hein, son administration, on ne va pas oublier. Hein. Et ça permet aussi au temple d'accumuler des richesses incroyables. Ce sont, je dirais, les deux parasites de ce régime qui vivent sur le dos des petits paysans égyptiens. Voilà, ça c'était pour la conclusion. Je vous montre maintenant quelques livres rapidement. Alors, un ouvrage tout d'abord général de Pierre Lévesque, dans la collection Histoire universelle Larousse de Poche, qui s'intitule Empire et barbarie, 3e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après. Alors, un ouvrage ancien, mais qui vaut toujours la peine d'être lu, de Pierre Jouguet, L'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. De Paul Petit, La civilisation hellénistique en que sais-je. De Pierre Cabanès, Le monde hellénistique de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée. C'est le tome 4 de la Nouvelle Histoire de l'Antiquité dans la collection Histoire au Seuil, la collection Poix. De Pierre Lévesque qu'on a déjà vu, Le monde hellénistique chez Armand Collin dans la collection U2. Alors ça c'est le grand ouvrage, là, le plus important que je vous ai montré jusqu'à présent, de Claire Préau, hein, je vous ai parlé d'elle tout à l'heure, qui était professeure à l'ULB, Le monde hellénistique, la Grèce et l'Orient, de 323, c'est-à-dire la date de la mort d'Alexandre le Grand, jusqu'à 146, c'est-à-dire la date où Corinthe va être rasée. Voilà, dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Alors, dans la collection Peuple et civilisation de Will Mossé et Gougowski, Le monde grec et l'Orient, le 4e siècle et l'époque hellénistique, aux presses universitaires de France. Alors, de François Chamoux, d'abord la version petit format et puis l'autre après, la civilisation hellénistique, les grandes civilisations chez Artaud. Alors, ça c'était la collection de poche, ici l'autre. Alors, celle-ci, si je vous la montre, c'est qu'il y a un plus, il y a un bonus si vous voulez. Et le bonus, c'est que vous avez un lexique et vous avez des illustrations. Alors, voilà l'ouvrage de Rostovtsev, Histoire économique et sociale du monde hellénistique, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, 1941. Alors, bien sûr, l'Atlas de l'Égypte ancienne publié chez Nathan. Le dictionnaire des pharaons de Pascal Vernus et Jean Yoyotte chez Noésis. Alors, ça concerne essentiellement les époques plus anciennes, 3e et 2e millénaire, mais il y a en tout cas une rubrique consacrée aux Ptolémées. Alors, de Geneviève Husson et Dominique Valbel, l'État et les institutions en Égypte, des premiers pharaons aux empereurs romains, chez Armand Collin. De Bernard Lançon et Christian-Georges Schwenzel, l'Égypte hellénistique et romaine chez Nathan Université, dans la collection 128. Oui, c'est le nom de la collection parce qu'il y a chaque fois 128 pages dans chaque volume. Alors, sous la direction de Sergio Donadoni, L'homme égyptien, donc aux éditions du Seuil dans la collection L'univers historique. Alors, si je vous montre ceci, c'est qu'il y a un chapitre très important consacré aux paysans égyptiens.
Alors, je vous montre le volume consacré au servage, publié par la Société Jean Bodin en 1937, par l'ULB. Alors, il y a une trentaine de pages essentielles, publiées par Claire Préau, c'est ancien, je sais bien, 1936, oui, 37, excusez-moi, essentielles sur le servage des paysans égyptiens à l'époque hellénistique et romaine. Ça ouvre un article très très intéressant. Et le principe de cette collection, Jean Bodin, c'est de faire de l'histoire comparative. Donc on compare la situation des serfs en Égypte, en Chine, au Moyen-Âge, etc. Alors d'Arnaldo Momigliano, que j'ai connu d'ailleurs, qui était un des plus grands historiens dans le monde de l'Antiquité, Sagesse barbare, les limites de l'hellénisation aux éditions La Découverte. Et enfin, de Geoffroy Lloyd, la science grecque après Aristote, donc autrement dit, ça concerne la science à l'époque hellénistique. Donc ça ne concerne pas ce que j'ai vu aujourd'hui, mais ça concerne en tout cas la même période. J'ai dit